Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 87e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode... Ça n'a pas le choix, c'est Sid the Kid, Mathieu. Ouais, tu le sais. Ben non, je le sais. C'est dommage. Oui. Mais je le sais. Le fidèle Crosby. Toujours là. Son équipe. Hey, aujourd'hui, à ce 87e épisode, premièrement, on passe dans notre segment mise en échec où on fait un peu un rendement de mi-saison de ce qu'on pense va être les trophées individuels qui seront décernés aux joueurs. Dans le fond, c'est des prédictions, mais on débute ça avec 45 matchs de jouer. Fait qu'on a un bon échantillon de ce qui s'est déjà passé dans la Ligue. Mais évidemment, il reste toujours un bon 37 matchs à jouer pour la majorité des équipes. Alors, on va voir, est-ce qu'on pense qui les joueurs qui mériteront le trophée Hart, Art Ross, Lindsay, Calder, Rocket, Norris, Selke, Jack Adams et le Vézina, bien évidemment. Par la suite, on va faire évidemment nos 2 segments sporadiques et nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce 87e épisode. On va rentrer dans le vif du sujet, Phil, parce que, plusieurs trophées à donner, plusieurs équipes à mentionner qui seront en série ou non, à voir. Il va falloir être assez vite là-dessus. Côté trophée individuel, je te l'ai déjà dit, je vais être un peu plate. On va débuter d'ailleurs avec un trophée qui est aussi plate, le Jack Adams. Je pense que ça va de soi. Est-ce que j'assume que tu as la même personne que moi, mais vas-y donc avec ton choix pour le Jack Adams dans tes prédictions. C'est un certain Jared Bednar qui est en route vers une saison record. Je pense, je sais pas c'est quoi. En fait, j'ai pas vérifié, mais écoute, Colorado doit être quand même on pace pour 60 certains. Ouais, ça doit aller 130 points presque là. Ouais, écoute, je pense que au début, on se demandait si les chansons étaient trop petits, si c'était quelque chose qui pouvait durer. Puis écoute, je vous annonce qu'ils sont toujours à 4 défaites en temps réglementaire. Fait que les questions sont répondues. Je pense que c'est juste une équipe cette année qui est vraiment inébranlable à l'épreuve de tout. Puis ils ont juste les bonnes pièces qui sont en place. Ouais. Et puis ça, c'est dans une division aussi qui est compétitive. C'est la meilleure de la Ligue. À plein, là. Écoute, il y a Dallas qui est là, il y a Minnesota qui est là. C'est la meilleure division de la Ligue. Puis ces équipes-là, somehow, c'est des équipes qui seraient premières là, dans les autres divisions du circuit. Là. Fait que c'est spécial. Qu'est-ce que le Colorado fait présentement? Puis d'éclipser les Stars comme ça par, 9 points quand même. Là. C'est quelque chose. Avec 2 matchs en main. Pas grand-chose à dire sur cette équipe-là, je pense. Écoute, oui, c'est les joueurs, c'est certain, mais le coach a quelque chose à voir là-dedans aussi, de motiver une équipe à se présenter soir après soir comme ça. C'est pas toutes les équipes qui sont capables de ça. Je pense à une équipe comme les Panthers, par exemple, qui est très bonne sur papier, ou les Oilers qui ont McDavid et Draisaitl. C'est des équipes qui sont bonnes, oui, mais comme ils ont leur base de régime durant la saison, ils ont des fluctuations dans leur jeu. Comme une équipe comme ça, c'est quelque chose de rare. D'avoir vraiment cet effort-là qui est continu, qui est tout le monde met un peu la main à la pâte. C'est spécial. Regarde, je vais pas renchérir tant que ça. Juste rajouter que, premièrement, j'ai la même personne, bien évidemment. De loin, le meilleur différentiel de la Ligue, je pense que c'est ça qui m'impressionne le plus. Évidemment, ça a débuté avec un excellent début de saison entre les 2 poteaux. Blackwood, Wedgwood ont fait de l'excellent travail. Là, il y en a un autre qui a rajouté le Trent Milner, je pense que c'est son nom. Puis il s'est rajouté au mix comme 3e gardien. Trent Miner, oui. Miner, oui, c'est ça, pardon. Hey, bref. Ils sont pas perdus à la réglementaire à domicile. Ouais. C'est ridicule. C'est en quoi, le 19-0-2? En 22 matchs. Ouais. 3 sont 19-0-3 ou 20? 19-0-3. Ok, c'est ça. Hey, cette équipe-là est spéciale. Puis là, évidemment, on attend le retour de Gabe Landeskog pour rajouter au mix en plus. Il y avait Nichushkin qui était blessé en début d'année, Landeskog aussi. Là, les deux sont revenus. Landeskog est à nouveau blessé, rentré de plein fouet dans le poteau, en espérant qu'il va revenir à temps pour les séries, parce qu'à un moment donné, ça faisait 3 ans. C'est une malédiction qui suit ça. C'est fou, raide, hein? Il est un excellent joueur de hockey en plus, Gabe Landeskog, ça c'est certain. Un autre trophée un peu plus plate, mais quand même très important, c'est le trophée Selke. Qui as-tu nominé dans tes prédictions pour le remporter cette année? C'est quoi? C'est pas si plate, je pense, parce que finalement, je peux dire un nouveau nom. Un nom qui n'est pas Andy Kopitar ou qui n'est pas Alexander Barkov, parce que évidemment, il est blessé. Je pense que Kopitar l'est aussi de ces temps-ci, là, d'ailleurs.
Ça amène de la relève. Pas le choix de penser à un joueur un peu plus jeune. Puis je pense, écoute, parmi les quelques options qu'il y a, je vais aller avec Nick Suzuki, moi, pour remporter le Selkie cette année. Yes. Écoute, c'est un joueur quand même qui traverse une étape importante dans sa carrière de par sa sélection olympique, évidemment. Donc, ça, c'est un gros ajout à son palmarès. Puis c'est certain que c'est une force de la nature pour les Canadiens, je pense. Oui, il y a beaucoup de joueurs à Montréal cette année là, qui émergent et qui connaissent des bonnes saisons, voire leur meilleure saison en carrière. Mais Suzuki, c'est le moteur derrière tout ça quand même. Puis écoute, je pense quand tu regardes ses statistiques, c'est évidemment un joueur qui est responsable. Il n'est pas nécessairement, tu sais, il est pas au top nulle part, mais il est bon partout. Dans toutes les statistiques, il y a un rendement respectable, un rendement solide. Puis ça compte pour beaucoup. Un joueur comme ça qui peut juste en faire juste assez dans toutes les facettes du jeu sans en faire trop. Parce que là, quand t'en fais trop, c'est là que tu vas compromettre, par exemple, certaines aires sur la patinoire, par exemple. Puis, écoute, il y a des joueurs qui sont appelés à faire ça aussi, mais Suzuki a compris son rôle, il a compris la niche ou en tout cas le corridor qui s'offrait à lui. Puis c'est ce corridor-là qui a fait en sorte qu'il est sur l'équipe olympique. Oui. Parce que, oui, il y aurait peut-être eu des meilleures options purement offensives à mettre sur cette équipe-là, j'en conviens. Mais quand tu commences à regarder, OK, c'est qui que je veux comme centre de troisième trio, c'est qui que je veux comme une présence fiable, c'est Nick Suzuki qui vient en tête. Puis je pense que ce choix-là était absolument justifié. Puis, ouais, écoute, il y a d'autres options, là, mais comme pour moi, c'est Suzuki qui se démarque. On a parlé de Marner au début de la saison. Je pense que ça reste quand même une option viable, là, mais ça descend un peu tranquillement. Il avait connu, évidemment, un début de saison incroyable. Mais sinon, on peut parler d'un Hischier aussi peut-être, mais les Devils vont pas aussi bien que le Canadien. C'est ça. Puis Chiarelli aussi pourrait être dans le mix. Ouais, Chiarelli mais lui, pourrait être dans le mix, strictement défensif. Ouais. Beaucoup plus du côté défensif de la rondelle quand même. Chiarelli, on est d'accord. Fait que, écoute, Suzuki, c'est le mix parfait entre une bonne production offensive puis quand même un bon sens des responsabilités. Puis sa sélection olympique, ça parle de soi. Puis évidemment, le trophée Selkie, c'est attribué au meilleur attaquant défensif de la Ligue. Mais l'affaire avec Nick Suzuki, selon moi, qui fera en sorte que moi aussi, j'ai dit qu'elle allait prédire qu'elle allait gagner le Selkie, c'est cette idée-là où il est tellement constant dans ces facettes de jeu-là, puis il est tellement utilisé dans plusieurs situations défensives. Tu sais, Nick Suzuki, ce trio-là de Suzuki, Caulfield et Texier, va jouer uniquement contre de la grosse compétition adverse pour essayer de shut down puis contre-attaquer. Souvent, c'est ce qu'on a vu. On a vu justement la percée de Texier dans cette facette du jeu. Et depuis que Texier est inséré au sein du premier trio, tu vois un Nick Suzuki qui est un peu moins offensif. Tu sais, tu avais Slavkovski qui rôdait un peu dans ce rôle-là, offensif-défensif avec Suzuki. Mais là, on laisse complètement l'offensive à Texier et Caulfield et on va se replier défensivement et agir en tant qu'angle défensif de ce trio-là. Et à la base, Martin Saint-Louis, là, il utilise Nick Suzuki partout. Des avantages numériques, que ce soit un 5 contre 4, un 4 contre 3, 3 contre 3, Nick Suzuki est utilisé partout. Et ça, c'est une qualité d'un joueur qui est extrêmement rare, qui peut être utilisé partout sur la patinoire. Et je pense que c'est une des grandes raisons pourquoi il fait partie de l'équipe olympique, d'ailleurs. Ça te prend toujours un joueur pour ancrer une équipe. 100%. Pour moi, c'est clairement Suzuki qui le fait à Montréal. 100%. Ça, c'est malgré des très bonnes performances Demidov, Caulfield, Slav. Ouais, Hudson aussi, Slav. Fait que, ouais, il y en a, mais ça reste que ton leader, c'est le gars qui porte le C puis il le fait à merveille. Fait que, absolument. Sa job n'est pas en danger, on va dire ça. Non, je pense pas. Côté Norris, ça peut que ça pique. Côté Norris. Puis j'aime la discussion du trophée Norris. Puis bizarrement, j'ai un feeling qu'on a le même gars. Mais comme le trophée Norris, pour moi, ce n'est pas une discussion. Tu vas peut-être penser que c'en est une. Je trouve pas que c'est une discussion. Je trouve que le gagnant est de loin Zach Werenski. Je pense pas que c'est proche. Tu peux avoir un argument pour Cale Makar qui a juste 3 points de plus avec une équipe clairement meilleure.
si Zach Werenski entre en série, je pense que c'est comme c'est donné. Je pense que le trophée lui est donné. S'il continue comme ça, évidemment. Zach Werenski présentement à 50 points, je vous le rappelle, en 46 matchs dans la saison. 42 matchs, pardon, saison régulière, parce qu'il a manqué quelques matchs. Qui est 12 points de plus, d'ailleurs, que le deuxième meilleur pointeur de son équipe. Ça, c'est peu dire. Ça, c'est Kirill Marchenko, soit dit en passant, qui n'est pas un mauvais joueur de hockey du tout. Zach Werenski vient carrément d'emporter cette équipe-là sur son dos, je pense. Et l'idée, c'est que si les Jackets font les séries, ce sera de loin le meilleur. Il y a aussi des gars derrière lui. Evan Bouchard, malheureusement, n'a jamais eu une chance de remporter le Norris. Parce que lui aussi a des passes secondaires de Connor McDavid et Leon Draisaitl dans la plupart des occasions. Mais Zach Werenski, dans le top 5 qui a été donné, c'est selon moi le défenseur qui a le plus grand impact sur son équipe et pourquoi il devrait remporter le Norris. Mais évidemment, il reste encore plusieurs matchs à jouer. Si sa production offensive ne le délaisse pas, ça devrait être le cas. Moi, je pense pas que c'est malheureux pour Werenski parce que j'aimerais vraiment le voir gagner le trophée, mais je pense pas que les Jackets vont percer. Ils ont un nouvel entraîneur. Ouais, on va voir comment ça va se passer avec ça, mais je pense pas que les Jackets vont percer suffisamment pour que l'attention leur soit donnée. Puis à ce moment-là, je pense que Werenski va rester peut-être un peu plus dans l'ombre. Puis c'est malheureux, mais écoute, Colorado, c'est une équipe c'est juste une équipe qui connaît un succès fulgurant cette année. Puis il y a des joueurs qui sont évidemment derrière ça. Puis ça commence par McKinnon, ça commence par McCarr à la ligne bleue. Puis c'est vraiment le pilier de cette défensive-là. Lui aussi est utilisé un peu à toutes les sauces, là, McCarr. Puis, écoute, quand tu regardes ses statistiques globalement, il est vraiment excellent dans toutes les facettes. Il mène au niveau des passes, mène au niveau des passes primaires aussi. Donc, écoute, c'est un joueur qui a un impact direct très, très important. En avantage numérique aussi, c'est le distributeur de rondelles. Puis, je pense d'ailleurs Colorado, c'est pas une équipe dont l'avantage numérique fonctionne tant que ça présentement, bizarrement. Ouais. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui va probablement se régler à un moment ou un autre dans la saison. C'est sûr qu'ils vont travailler là-dessus. Ça devrait simplement augmenter la production de Cale McCarr. Puis pour Werenski, je sais pas, les blessures récentes aussi, ça m'inquiète un peu. Il y a les dernières saisons, comme il est vraiment, c'est clairement un défenseur élite là, au niveau des 2-3 dernières saisons. Il y a vraiment une autre vitesse à son jeu. Mais je sais pas, je pense que sur la longévité quand même, puis juste en regardant le succès de l'Avalanche jusqu'à présent cette saison, McCarr va probablement avoir un peu plus les faveurs peut-être des voteurs là, aussi. Okay. Donc, je pense que ça va faire l'effet contraire. On est un peu tanné de voir Cale McCarr remporter le trophée. C'est pour ça que... Puis Werenski a fini deuxième l'an dernier. Était même dans les conversations du Hart. Fait que ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Mais d'un bord ou de l'autre, il y a plusieurs bons choix. Faut pas oublier Bouchard et Hudson qui sont pas loin derrière côté points et qui font une différence pour leur équipe, même si on déteste Evan Bouchard. Côté trophée Rocket, c'est un trophée qui, malheureusement, en milieu de saison, s'il y a un écart assez notable entre le premier et le deuxième, ça va être un peu difficile de ne pas y aller avec le meneur présentement, qui est Nathan McKinnon. C'est exactement ce que j'ai fait. D'ailleurs, deuxième à ce chapitre, c'est Connor McDavid. Bon, les deux se suivent aussi au niveau des points. Mais il y a 36 buts présentement. Nathan McKinnon, il s'enligne pour une saison de presque 70, qui serait, ma foi, incroyable. La première fois... Depuis, mon Dieu, on remonte presque à l'ère Timo Sonnanné là, pour 70 buts. Ce serait incroyable. Matthews qui a fait 69 buts, je vous le rappelle, quelques années passées. Mais je vais être simple et je ne vais pas élaborer non plus parce que qu'est-ce que tu veux dire autre que Nathan McKinnon va poursuivre sur sa lancée et compter plus que 60 buts dans cette saison régulière de la Ligue nationale de hockey. Je le souhaite pour Connor McDavid qui avait connu un mauvais début de saison et qui tout d'un coup explose complètement sur la scène internationale. Mais non, je vais laisser ce cours. Nathan McKinnon, c'est mon choix pour continuer sur sa lancée et remporter le Rocket. Malheureusement pour Morgan Geekie, il a été blessé et n'a pas continué sur je sais même pas comment... C'est un phénomène, ce qui s'est passé avec Morgan Geekie, mais là, il est stock à 25, malheureusement, et ne peut pas sortir de cette bulle.
Oui, écoute, moi, c'est McKinnon aussi. Il y a McKinnon, cette année, il y a vraiment je sais pas si on peut appeler ça une anomalie, mais au niveau de son shooting percentage, donc son pourcentage des rondelles là, qu'il lance qui vont dans le filet, finalement. C'est ça que la statistique décrit. Est à 17% cette année, alors que historiquement, là, son taux en carrière, écoute, ça avoisine les 10%. Donc, c'est 7% de plus qui est énorme en une saison. Donc, écoute, c'est un joueur qui lance beaucoup plus que la normale aussi pour lui. Donc, 210 lancés cette saison, c'est 33 de plus que le deuxième joueur de la Ligue qui est Connor McDavid, justement à 177 tirs. Donc, c'est quand même un écart qui est majeur. Là. Oui. Après ça, c'est un peu plus serré en descendant. Donc oui, ça me dit que c'est un joueur qui a changé de mentalité cette année puis qui lance plus. Puis d'ailleurs, McKinnon a toujours eu un excellent lancer. Oui. Mais je pense que dans sa carrière, il a été coupable un peu d'essayer le jeu parfait à certains moments. C'est tentant avec l'Avalanche parce qu'il y a juste des bons joueurs sur la glace. Fait que oui, je pense que c'est un joueur qui a peut-être été coupable de faire la passe de trop à certains moments. Et pourtant, c'est ça, il y a un excellent lancer. Donc, je pense que c'est juste une question de mindset pour lui. Il lance plus cette année. Il lance, puis il est en confiance également. Il croit en son lancer. Puis je pense que ça fait une énorme différence. Ça fait une différence de 7%, en fait, au niveau de son shooting percentage. Et ça, c'est énorme. Écoute, probablement que ça va finir. Moi, si j'étais pour prédire, je pense que ça va finir plus autour du peut-être 15%. Là. Ça devrait basser un petit peu là, selon les tendances habituelles. Mais ça ne l'empêchera pas de gagner le trophée du Rocket. Je pense qu'il va finir la saison probablement juste au-dessus de 60 buts, à mon avis. Ce qui serait incroyable. Oui, il y a des gens qui avaient parlé peut-être, est-ce qu'il peut aller à côté Austin Matthews avec sa saison de 69 buts il n'y a pas longtemps. Tout est possible, je dirais. Moi, je pense que non. Ça va être un peu en dessous, là, bien franchement. Écoute, 6 buts à la mi-saison, c'est significatif. Puis même si c'est Connor McDavid qui le chase, je pense pas que ça va se faire. Non, je suis d'accord. Puis pour enchérir aussi, McKinnon, qui pour une des rares fois de sa carrière n'est pas dans ce rôle-là de fabricant de jeu. Mikko Rantanen, c'était la personne qui déposait cette rondelle-là derrière les gardiens adverses. Mais là que Martin Necas est là, c'est lui qui a un peu plus ce rôle-là de fabricant de jeu, puis ça a clairement ouvert des portes offensivement pour Nathan McKinnon. Il peut faire les deux, clairement. Côté Calder, recrue de l'année, c'était une course qui était très intéressante. Mon Dieu, pour des mois et des mois, je trouve qu'elle est un peu moins intéressante, un peu passée la mi-chemin de la Ligue de cette saison de la Ligue nationale de hockey. On parlait de Schaefer, on parlait de Seneca, on parlait de Wallstead à un moment donné pour ce trophée-là. Même chose pour Jakub Dobeš. Évidemment, pour Dobeš, c'est un nom complètement. Évidemment, pour Seneca, ça continue. Il est deuxième au chapitre des points. Je pense que la course se joue vraiment entre Schaefer et Demidov. Puis, je vais donner l'avantage, parce que je pense que Tommy Schaefer, je vais donner l'avantage aux joueurs du Canadien de Montréal. Par ses performances récentes, non seulement pour lui, mais pour son trio complet. Ce trio-là, Kapanen, Demidov, Slafkovský, présentement, possiblement le meilleur deuxième trio de la Ligue. Slafkovský est sur une poussée offensive lamentable. Demidov, évidemment, va le suivre dans cette poussée-là et ne va que continuer de ramasser des points à sa fiche. Il en est à 39 présentement, puis il joue à peine 15 minutes par match. On est à 15 minutes 16 secondes par rencontre. Et là, va probablement jouer des minutes de deuxième avantage numérique. Parce que, on a décidé de remanier un peu les trios là, du côté de Martin Saint-Louis avec Dobson sur le premier avantage numérique. Même chose pour Texier. Bref, je pense qu'il peut facilement atteindre la marque des 70 points. Et ça serait une première depuis Matthew Barzal en 2018. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien, 70 points. À voir aussi, ça va dépendre aussi de la performance de Schaefer et à quel point on aime le travail de Matthew Schaefer à Long Island, là, à New York.
Mais il me faut, je me dois de donner l'avantage à Demidov avec ce qu'il fait présentement et ce momentum que ce deuxième trio-là va garnir. Matthew Schaefer, évidemment, à 30 points aussi. Je serais pas je serais pas fru si tu avais choisi ce gars-là comme choix aussi. Là. Oui, ben, j'ai choisi Schaefer, en Ouais, effet. Puis je pense, comme tu dis 70 points, pour moi, c'est pas assez. Puis je sais que c'est beaucoup parce que tu sais, ça s'est pas fait depuis Barzell quand même, donc il y a quelques années, mais je pense que ça y en prend comme 75 à 80, là, puis plus vers le 80 parce que ben, c'est juste la réalité. C'est un défenseur, Mathieu, à sa première saison, qui fait 30 points en 46 matchs, puis qui est devenu, à travers une défensive des Islanders qui a toujours été connue pour sa solidité, c'est devenu lui le leader, puis c'est lui qui joue sur le premier avantage numérique. Ce gars-là a juste complètement bousculé l'équipe des Islanders, puis c'est une équipe des Islanders qui est pas vraiment censée être bonne non plus. Comme je sais pas pourquoi ils sont en deuxième position si c'est pas de Matthew Schaefer. Puis, écoute, il y a Sorokin là-dedans. Il y a toujours eu des bons gardiens aussi dans les dernières années. Là. C'est une équipe de système. Puis c'est un joueur qui contrevient un petit peu à la norme pour les Islanders. Fait qu'il y a énormément. Écoute, c'est juste un joueur qui a tellement d'aura puis qui dégage une présence. Puis pour moi, c'était improbable aussi avec une équipe des Islanders. Je me dis, ils vont probablement l'utiliser de façon un peu plus conservatrice. Je pensais qu'il allait peut-être jouer sur une deuxième paire, une troisième paire toute la saison. C'est pas ça qui est en train de se passer. Puis il a dû travailler fort pour se rendre là. Demidov, contrairement à Schaefer, avait déjà eu l'occasion de se faire voir un peu l'année dernière. On savait un peu à quoi s'attendre là, avec lui. Puis oui, il connaît une très bonne saison, mais écoute, c'est juste. C'est une énorme différence d'avoir 30 points comme défenseur ou 39 comme un attaquant, je veux dire. De le faire de la ligne bleue puis d'être bon défensivement aussi, je veux dire, quand même un plus ou moins de plus 9 là, chez Feu. Donc, hier, on l'a vu contre les Jets responsable. Il y avait 6 attaquants contre 5 parce que, bon, c'était fin de match. Et puis, les Islanders tentaient pour le tout pour le tout, oui. Puis, écoute, Schaefer est responsable. Dernière ligne de défense parce que, écoute, c'est lui qui est le dernier pilier. C'est lui qui s'assure que son équipe tient devant lui. Puis s'il y a une fissure, c'est lui qui doit se replier le premier. Et à 2 reprises, a raté les Jets en zone centrale. Donc, effectuer des replis importants par la suite, va marquer un but. Fait que c'est juste cette séquence-là, pour moi, ça démontre tout ce qu'il fait sur la patinoire. C'est un joueur qui a pas beaucoup de failles dans son jeu. Puis, vraiment, je m'attendais, je pense que c'est juste l'élément surprise pour Schaefer. Ça risque de séduire pour moi aussi les gens qui vont voter. D'accord. Et Demidov, il va vraiment falloir qu'il fasse du sérieux travail là, pour aller remporter ce cadre-là. Je pense que c'était à Demidov de perdre ce trophée-là. Puis bizarrement, il n'est pas vraiment en train de le perdre. Parce que c'est juste, on n'anticipait pas qu'il y aurait eu vraiment un autre joueur qui serait aussi haut dans la course, puis dans l'estime. Là. Donc, ouais, je pense que ça a complètement flippé parce que c'est pas vraiment ça que je voyais comme la course au quart d'heure cette saison. Mais c'est juste la réalité maintenant. Puis je pense Demidov il est clairement pas hors du coup. Clairement pas hors du coup. Puis il peut se passer beaucoup de choses dans la deuxième moitié de saison. Mais comme si je regarde ça maintenant, c'est Schaefer pour moi qui est favori. OK. Ben, on va voir avec parce que Matthew Schaefer dominait le côté des points. Il a commencé à se slacker un peu, évidemment. Il connaissait un bon début de saison. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer, cette course-là. Je vais y aller avec 2 pierres d'un coup, Phil, parce que j'ai le même joueur pour 2 trophées individuels de suite. On parle du Lindsay puis du Hart Rouse. Bon, les 2 seront donnés au grand Connor McJesus, selon moi, Connor McDavid, qui devrait hériter des 2.
Le trophée Lindsay, pas compliqué parce que sans lui, les Oilers ne sont pas en série, c'est même pas proche. Il a commencé une séquence de 20 matchs consécutifs avec un point et c'est pas encore terminé, cette affaire-là. Ça va continuer probablement pour un autre bon moment et vient de dépasser Nathan MacKinnon pour le plus grand nombre de points dans la Ligue nationale avec 82 à son actif. Après avoir été exclu, voire même du top 20 pendant le premier tiers ou même la première demi de la saison de la Ligue. Il a vraiment tourné sa saison de bord complètement du même là, pour Leon Draisaitl et Evan Bouchard. Là, évidemment, les Oilers devront avoir le retour de Tristan Jarry sous peu en espérant que ça fasse une différence parce qu'on l'a vu, Calvin Pickard a peut-être joué ses derniers matchs dans un uniforme des Oilers dans les derniers moments. Et pour le Hot Ross, c'est pas compliqué, c'est la même chose. Bon, il y a 44 points ces 20 derniers matchs, 82 en 47. Et si, tant qu'à moi, c'est pas près de terminer là, cette séquence-là de points consécutifs et d'efforts que met Connor McDavid pour possiblement gagner une coupe cette année. Il les voit, les petits Panthers qui chill dans la zone de relégation de la Ligue nationale de hockey, qui ne feront pas partie des séries pour l'instant. Là. Évidemment, il y a beaucoup de hockey à jouer. C'est sa chance cette année. Si les Oilers font les séries, il y aura beaucoup de pression sur les Oilers de Connor McDavid à nouveau. Mais lui va faire sa part, ça j'en suis certain. Et pourquoi il gagnerait 2 trophées individuels cette saison? OK. Pour moi, il en remporte juste un. Parce que le Lindsay, je pense qu'il va revenir à McKinnon cette année. Okay. Faut pas oublier que c'est un trophée qui est voté par les joueurs aussi. McDavid l'a déjà gagné 4 fois. Donc, je serais pas étonné qu'on veuille récompenser, ben là, je parle d'un point de vue purement stratégique là, au niveau du vote, mais je serais pas étonné qu'on veuille récompenser un autre joueur, surtout que je pense, tu sais, c'est Most Outstanding Player. Je pense que dans Outstanding aussi, pour moi, j'entends un joueur qui va pas, tu sais, oui, Connor McDavid est bon année après année, puis c'est impressionnant, mais c'est un joueur qui va renouveler son jeu, puis c'est ce que je discutais à propos de McKinnon tout à l'heure. Justement, la façon dont cette saison, il est arrivé avec une nouvelle approche, puis il lance plus, il fait quelque chose de totalement différent de ce qu'il a fait McDavid fait la même chose que sa McKinnon carrière. Techniquement cette saison. C'est ça ton point de vue? Ouais, mais pas autant. Je veux dire, McKinnon a 210 tirs contre les 33 de McDavid. C'est un changement qui est radical pour moi du côté de McKinnon, puis de faire comme de passer d'un joueur qui était assez équilibré entre un passeur puis un buteur à vraiment cette année, écoute, avoir une avance de 6 buts sur McDavid à la mi-saison, je pense que c'est impressionnant. Je m'attendais pas nécessairement à cet éveil-là au niveau de la production de buts purement pour McKinnon. Puis c'est un renouvellement, c'est une nouvelle mentalité dans son jeu. Puis ça prend beaucoup de courage quand même en tant que joueur. Ça prend une certaine flexibilité aussi, puis une adaptabilité. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde, puis c'est quelque chose qui est pour moi outstanding, c'est ça. Et oui, McDavid, oui, c'est presque, c'est drôle à dire, mais c'est presque habituel pour lui de connaître un stretch dans une saison où il va juste démolir la ligue. Bon, c'est la même chose qui est en train de se passer présentement. Puis oui, il a dépassé McKinnon au niveau des points. Mais écoute, je pense que il va avoir quand même le facteur but, là, pour moi, je pense, le fait que McKinnon va remporter le Rocket cette saison. D'après moi également, je pense que ça peut jouer beaucoup aussi dans Outstanding, surtout que c'est pas quelque chose qui est habituel, parce que je pense que McKinnon peut aller chercher 60 buts cette année alors qu'il avait fait pas plus, je pense son meilleur c'était 51 en carrière. Donc c'est juste quelque chose qui va être très remarqué selon moi. Donc, ouais, écoute, ce sera un repeat de 2024. Donc, McKinnon pour son deuxième Lindsay. Et McDavid qui va quand même remporter le Art Ross. Ça grandement à cause de son total de passes, évidemment, parce qu'il va aller en chercher. Écoute. Peut-être ça. Ouais, probablement une centaine, justement. Donc, c'est sûr que ça devient difficile à rattraper là, pour McKinnon. Ouais, c'est une course à deux, évidemment.
présentement, c'est très serré, c'est un point. Mais c'est comme tu disais, juste le McDavid est parti sur un roll, puis ça, c'est quelque chose qui est juste, c'est pas désirable pour personne parce que c'est très difficile à freiner. Bon, écoute, c'est sûrement que ça va ralentir légèrement, là, mais qui sait, c'est Connor McDavid. Donc, ça peut quand même se prolonger là, encore pour plusieurs matchs. Et finalement, le trophée Hart qui est donné aux joueurs par excellence de la Ligue, c'est la seule fois où il apparaît là-dedans, mais il faut lui donner son crédit. Nikita Kucherov est mon choix pour le gagner, surtout avec les récents moments qu'il a eu. Là, évidemment, sa longue séquence de matchs avec au moins 2 points s'est terminée hier contre les Penguins de Pittsburgh, où il n'a pas marqué de points, malheureusement. Mais il est sur une séquence de 16 points en 6 matchs, a 67 points à sa fiche. Et c'est une équipe de Tampa qui vient d'en gagner 11 de suite avec cette production-là de Nikita Kucherov. Il est un joueur extrêmement important à cette équipe-là, puis ça paraît quand il produit. Et ça va paraître tout au courant de la saison. Je ne m'attends pas que cette équipe-là s'arrête, puis on va en parler justement dans quelques instants. Mais je vais le dire présentement, je vois cette équipe de Tampa-là finir première dans l'Est à la fin de la saison. À voir si ça va se passer. Mais si ça se passe, et même si ça ne se passe pas, si Kucherov continue sur cette lancée-là, il n'y a pas d'autre option pour moi pour remporter le Hart, surtout avec l'idée qu'on ne veut pas tout le temps nommer les mêmes joueurs pour des trophées individuels comme ça. Et lui l'aura mérité pour ces raisons-là. Ben moi, je vais nommer tout le temps le même joueur. Je vais nommer Nathan McKinnon encore pour le Hart. Parce que, oui, je pense que c'est une saison exceptionnelle pour lui. Puis, écoute, pas besoin de renchérir encore. Là, c'est vraiment le moteur là, au Colorado, c'est lui. Puis, je pense il est juste arrivé avec cette saison-ci à 30 ans. Écoute, un joueur qui est en pleine fleur de l'âge aussi, puis qui veut vraiment solidifier sa renommée au sein de cette ligue-là. Puis je pense que c'est vraiment une saison pour lui où, il fait quelque chose de différent. Puis j'aime ça de voir un joueur qui évolue, qui change. Je pense que c'est juste le joueur pour moi qui est un peu plus évident, qui est un peu plus flashy cette saison qu'il l'a été dans le passé. Puis Kucherov, évidemment, est très bon aussi. C'est un bon pick quand même. Mais il évolue avec une équipe du Lightning aussi qui est très bien coachée. Une équipe du Lightning qui a beaucoup d'autres facettes à son équipe également. Mais ce qui est impressionnant avec Kucherov aussi, c'est que joue dans une équipe qui a été excessivement blessée cette saison. Puis il l'a encore. Oui, il est encore. Au niveau de la défense, c'est incroyable à quel point cette équipe-là souffre. Mais Kucherov est vraiment une constante à travers ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Puis, un leader, c'est ça. C'est un gars qui se présente match après match, peu importe les circonstances. Donc, au niveau du Hart, une pièce importante à une équipe, la plus importante. C'est certain qu'il mérite aussi une considération. Ben absolument. Puis, fait partie d'une équipe qui en a remporté 11 de suite. Et c'est justement là où on s'enligne. Il reste à peu près 25 minutes au show en passant, Phil. Fait qu'on va essayer je pense que je vais le faire en rafale un peu les équipes que je crois qui vont faire les séries dans l'Est et dans l'Ouest. Et après ça, on va peut-être discuter un peu des équipes qui, selon nous, les feraient pas et pourquoi. On commence dans l'Est. Dans l'Atlantique, le top 3, pour moi, c'est Tampa Bay, Montréal, Maple Leafs. Rapidement, mais sûrement, Tampa Bay, ils en ont remporté 11 de suite. C'est une équipe en forme présentement. Montréal commence à avoir une certaine constance dans leur victoire et dans leur jeu, et il y aura possiblement des échanges avec les retours de Laine et Evans et toutes les personnes qui sont un peu de trop, entre guillemets, sur cette équipe-là. À voir si on peut améliorer notre défensive, d'ailleurs. La troisième meilleure équipe dans l'Atlantique, pour moi, c'est les Maple Leafs, parce qu'ils sont sur toute qu'une lancée présentement, ont finalement trouvé un jeu un système de jeu qui leur convient, et c'est un énorme revirement de situation pour Toronto. Selon moi, ils vont juste se frayer un spot comme troisième. Dans la métro, j'ai les Hurricanes. Je ne sais pas trop ce que je dis par rapport aux Hurricanes. Ils sont juste vraiment bons. Deuxième, j'ai Washington. Ils sont toujours solides. Puis en plus de ça, Wilson il va revenir au jeu sous peu. Et troisième,
J'ai mis Columbus. En parenthèse, j'ai écrit Rick Bonus. Et ça, Sure. je ris un peu parce que c'est un peu poussé. Là. J'ai poussé ma loc un peu avec ça. Mais Jet Greaves a connu un excellent mois de décembre. Ça va aider. Et en espérant que l'offensive des Blue Jackets va aider, surtout avec le retour de Boone Jenner dans l'alignement. Les deux wildcards, comme à leur habitude, les Panthers de la Floride seront une équipe wildcard qui va se rendre en finale de la Coupe. Mm-hmm. Et les Sabres de Buffalo ont été dénichés ma deuxième place de wildcard cette année. C'était soit eux ou les Penguins de Pittsburgh. J'ai même pas pensé aux Devils du New Jersey, je vais même pas te mentir. Puis j'ai hâte de voir ce que les Sabres vont faire côté échange. On parlera des Devils un autre moment donné parce que ça, c'est une quand dérape. tu perds 9-0 contre les Islanders. Ça va mal. Ouais, ça va vraiment mal. C'est tough. Et dans l'Ouest, dans la centrale, j'ai même pas mis de pourquoi. C'est juste les trois équipes qu'il y a là présentement parce que c'est dominant. L'Avalanche, Dallas et le Wild dans cet ordre-là. 1, 2, 3. Et dans la Pacifique, premier, j'ai Vegas. Sont en forme présentement. On a remporté 5 de suite. Stone est en forme aussi et Hayden Hill est revenu de blessure. Edmonton sera au deuxième. Je sais pas comment tu veux que j'aille contre Connor McDavid, fait que je l'ai pas fait. Troisième, j'ai mis Saint-Nosé. Il y a un retour du petit Will Smith qui arrive sous peu. Et ça va vraiment aider une formation qui est bizarrement déjà dans une course aux séries, ce qui fait aucun sens. Et finalement, les deux wildcards. La première wildcard sera Utah. On voit finalement des résultats après un début de saison dégueulasse pour la formation du Mammoth. Et la deuxième sera Smashville, les Prédateurs, selon moi, qui va créer la surprise dans l'Ouest. Okay. Et se faufiler en série. C'était soit eux ou Seattle qui connaît quand même une bonne saison, bizarrement. Mais Nashville a retrouvé un peu un groove comme équipe et pourquoi ils feront les séries, selon moi. Sure, OK. Moi, ça commence avec la Caroline dans la métropolitaine en première position. Cette équipe-là est juste beaucoup plus solide que toutes les autres équipes dans la métropolitaine. C'est vraiment une équipe qui est difficile à perturber, je pense. Puis année après année, ils viennent avec leur même système, leur même façon de jouer. Puis il n'y a personne qui a vraiment réussi à détrôner ça. Donc je ne verrais pas pourquoi ce serait le cas cette année. Surtout que la métro est très difficile cette année-là, avec beaucoup d'équipes qui sont dans le mix puis qui luttent. Tout le monde va s'arracher des points un peu, mais les Hurricanes vont rester au sommet. Comme à l'habitude. Washington sera en deuxième position. Je pense qu'ils peuvent quand même avoir un petit edge là, sur une équipe comme les Islanders, qui pour moi est une équipe qui surperforme cette saison. Puis j'aime pas de le dire, mais je pense que ça va continuer. Là. Je pense que c'est le facteur Schaefer. Ça a vraiment donné une énergie, un boost à cette équipe-là. Puis Sorokin, c'est encore un des meilleurs gardiens de la Ligue qui est à considérer aussi pour le Vezina dont on n'a pas parlé. Je me rends c'est vrai. compte. Mais écoute, moi, c'est Thompson. Là, moi aussi, c'est fait passant. Et qui a le meilleur goal save above expected là, présentement. Donc, je pense que c'est 18 buts. Il y a des statistiques de fou. S'il avait connu une performance moyenne, donc il y aurait 18 buts de plus dans le filet des Caps cette saison. Fait que, écoute, clairement, c'est une énorme différence. Donc, c'est deux équipes là, dans la métro, d'ailleurs, deux équipes qui vont se fier beaucoup à leurs gardiens, justement, pour maintenir là, cette performance-là en Washington puis les Isles. Okay. Fait que, je pense que écoute, il n'y a pas de raison pourquoi leurs gardiens de but vont se planter là, à la mi-saison. Fait que, je pense que ça va rester à peu près comme ça. Mais clairement, Washington va finir au-dessus des Islanders quand même. Pour moi. Je vois pas les Islanders là, tomber à l'extérieur à l'extérieur du portrait des séries là, quand même. Okay. Non, je peux pas dire que c'est une équipe qui va rater les séries. Je l'ai dit, moi. Avec ce qu'ils ont comme défenseur en Matthew Schaefer puis en gardien comme Ilya Sorokin. Mais ça me fait un petit peu mal parce que je les aime pas, mais je pense qu'ils vont être là quand même cette année. Dans la division Atlantique, c'est Tampa Bay en première position. Je l'ai dit, une équipe qui a traversé de l'adversité beaucoup cette saison, puis qui semble toujours avoir des ressources. Il y a un défenseur aussi dans cette équipe-là qui a juste
émerge. Darren Radish est juste devenu une batte cette année. Puis il n'y avait pas le choix de l'être parce que la défense se désintègre carrément. Puis il y a des révélations aussi, des gars qui écoutent Charles-Édouard Dastou, par exemple. Bienvenue dans la grande ligue, mon cher. Qui joue du très bon hockey. Puis écoute, il y a d'autres noms là, qui ne me viennent pas nécessairement à l'esprit, mais en tout cas, toutes sortes de découvertes là, avec Tampa Bay cette saison. On s'est rendu compte que c'est une équipe qui avait quand même des joueurs là, dans leur système qui étaient prêts à faire une ascension. Fait que ça, c'est intéressant à voir. Puis ça me dit que Tampa Bay et peut-être la fenêtre est encore un peu plus ouverte qu'on pensait pour cette équipe-là. Donc, à surveiller quand même. Et Montréal sera en deuxième position. Écoute, je suis impressionné des Canadiens cette saison. Je pense que vraiment tout est en place là, pour cette équipe-là. Ils sont encore un peu jeunes. Donc, c'est sûr qu'en série, il y aura... c'est un autre game. C'est un autre game, évidemment. Mais c'est pas une question qu'ils vont se rendre là. C'est qu'est-ce qu'ils feront quand ils seront là. L'année dernière, on a vu qu'est-ce que ça a donné. Mais c'est un apprentissage. Puis je pense que cette année, ils vont être encore plus redoutables venu le temps justement des séries éliminatoires. Et la Floride, pour moi, sera en troisième position dans l'Atlantique parce que c'est une équipe qui va aller sur une run. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ils vont le faire. Je te garantis qu'ils vont le faire parce que c'est juste... Écoute, quand tu as gagné 2 Coupes Stanley consécutives comme ça, tu as une espèce de switch, si tu veux, de comme, OK, les gars, il faut qu'on se démarre, il faut qu'on commence de quoi maintenant. Puis je pense que ça prend juste quelqu'un pour se lever dans le vestiaire. Puis écoute, c'est une équipe qui a encore définitivement le talent puis les atouts dans son équipe pour juste faire ce genre de remontée-là. Et écoute, je parle de remontée, là, c'est pas énorme là, l'écart à combler parce que l'Est en entier est très serré cette saison. Donc, écoute, on l'a vu avec le Lightning, par exemple, ça te prend juste des victoires d'affilée. Puis tout d'un coup, tu es revenu dans le coup. Les Pingouins ont perdu 9 matchs de suite cette saison. Ils sont encore là. C'est juste une question de, OK, tu peux perdre, mais es-tu capable d'aller chercher 4, 5, 6 victoires de suite? C'est ça que tu as besoin dans ces temps qui sont extrêmement serrés. Puis je pense que les Panthers, c'est une équipe qui est plus capable de faire ça que n'importe qui. Fait que c'est pour ça que je les vois en troisième position. Détroit va rester dans le mix quand même. Là. Ce sera la première wildcard de cette saison. Écoute, Détroit, c'est toujours une équipe là, pour moi qui, les dernières années, il y a des doutes. Ils ont plus de matchs joués que tout le monde aussi. C'est pour ça qu'ils sont encore dans le top 3 présentement. Je les vois pas rester dans le top 3, mais avec une équipe jeune comme ça, je pense, une équipe qui devrait avoir vraiment comme... Une équipe jeune comme ça aussi, pour moi, c'est une équipe qui est moins susceptible d'être blessée plus tard dans la saison. Je pense que c'est une équipe qui peut aller chercher peut-être des grosses victoires, justement. Ils peuvent faire des ajouts aussi à leur formation. Je pense que c'est une équipe qui a énormément de potentiel pour faire des gros moves à la date limite des transactions. Puis je pense que ça leur prend juste, si vous pouvez aller chercher un joueur là,. D'expérience, là, un leader dans cette équipe-là, ça serait vraiment intéressant. Puis je m'attends à ce qu'ils fassent ça parce que je pense que Détroit a plus de cap salarial disponible qu'à peu près n'importe quelle équipe dans la ligue parce que c'est tous des contrats d'entrée presque. Là, et il y a tellement de nouveaux joueurs dans cette équipe-là. Fait que ça prend juste un move comme ça. Je pense si le directeur général là, joue bien ses cartes, ça devrait être correct pour Détroit pour qu'ils fassent les séries cette année. Et évidemment, il y a toutes sortes d'atouts là, qu'on peut proposer en retour également. Puis, deuxième wildcard, écoute, ça pourrait être n'importe qui, mais je vais donner un vote de confiance à Pittsburgh quand même parce que oui, ils ont eu de la misère quand même cette année, mais les Leafs font pas les séries. Non, les Leafs font pas les séries. Je regarde la même chose pour les Sabres. Ces deux équipes-là, c'est jamais des équipes sur lesquelles je vais parier, c'est la vie. Et Pittsburgh, cette année, ils ont eu leurs difficultés. Oui, ça c'est très clair. Ils ont perdu 9 matchs de suite. Mais écoute, un nouvel entraîneur qui
Bon, je pense, honnêtement, il fait un bon travail. C'est un peu malheureux pour lui. Je pense qu'il n'a pas nécessairement encore acquis le respect dans la ligue. Puis je pense que ça fait en sorte que les Pingouins sont souvent un peu dénigrés cette saison par les officiels, plus que d'habitude, j'ai l'impression quand je regarde les matchs. Je pense que bon, plus la saison avance, plus ça devrait s'améliorer. Puis l'équipe a vraiment trouvé une stabilité au niveau de son quatrième trio qui est vraiment comme un quatrième trio fantastique. Je pense qu'il faut qu'il figure qu'est-ce qui se passe dans le middle six, là, surtout. Mais Crosby continue de produire comme d'habitude. Puis s'ils peuvent trouver les bonnes combinaisons, je pense que Chinakhov, pour moi, a été une très belle surprise également. Fait que je pense qu'ils ont fait des bonnes acquisitions. Kulak aussi a vraiment donné une stabilité aussi à cette défensive-là. Il s'agence vraiment bien avec le temps. Puis Dubas aussi, c'est un... Écoute, moi, j'ai toute la foi du monde en Kyle Dubas. Puis je pense que s'il reconnaît que Karlsson joue le meilleur hockey aussi, vraiment depuis qu'il est à Pittsburgh. Ouais, je pense que Dubas, quand même, reconnaît que cette année, la situation était un peu différente. Quand je regardais les Pingouins les dernières années, j'avais pas vraiment cette foi-là qu'ils allaient faire les séries. Mais je pense que Crosby est dû pour une dernière run. Puis ça semble... je pense que c'est de bon augure quand même pour cette année. Il y a juste des petites choses, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais en regardant les Pingouins, je me dis cette année, on dirait que c'est une équipe qui est un peu plus motivée, puis qui peut vraiment se glisser en série de justesse. Puis je pense pas que ça ira très loin après ça. Mais deuxième wildcard, en gros, c'est up for grabs, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a plein d'équipes là aussi. Les Flyers sont dans le mix, Buffalo, Toronto. Donc, voilà. Et Central, Colorado, Dallas, Minnesota, on va passer ça rapidement parce que c'est juste le cas, puis je pense pas que ça risque de changer. Ça devrait pas. Vegas sera en première position de la Pacifique aussi. Okay. Je pense que c'est pareil comme toi. Edmonton en deuxième position, San Jose en troisième. Ah ouais, ok. Ouais, Tes Wildcards sont pareils aussi ou t'as vraiment mis LA dans le mix? Utah puis Seattle. Non, je crois pas en LA parce que l'équipe est vieillissante. Je pense que cette année, ils vont donner leur place. Là. Écoute, je vois des blessures dans cette équipe-là présentement. Il y a Kopitar, il y a Perry qui sont blessés. C'est ça qui arrive à un moment donné. C'est une équipe là, qui est en transition quand même. LA, là, c'est clair. Ils ont échangé Dano un peu plus tôt. Ça allait pas bien là, pour Dano à LA d'ailleurs. Ça va bien là. Mais je pense qu'ils sont susceptibles de faire peut-être d'autres échanges aussi, là, mais plus du type vendeur parce que je suis pas certain qu'il y a vraiment pas certain que le belief est là à LA présentement. Kemper pourrait s'en aller aussi. Ouais, Kemper, ça serait toute qu'une pièce à aller chercher. Ouais, ça serait intéressant ça quand même. Et pour avoir des bons atouts qui seraient donnés en retour. Là, fait que je suis curieux de voir ce qui se passe avec Kemper puis LA, mais en série, je le vois pas parce que je pense que Seattle est juste une équipe très bien équilibrée. C'est une équipe qui va gagner des matchs ici et là, aller chercher des points ici et là, vraiment jouer du hockey. Très stable, du hockey qui se ressemble de jour en jour, mais je pense que ça sera suffisant. C'est une équipe de ce type-là, Seattle. Et c'est pourquoi je les vois pas nécessairement monter plus haut que ça non plus. Comme ils vont juste se glisser en série puis that's it. Mais je pense que c'est un bon fit pour le deuxième wildcard. Puis Utah, là, j'espère vraiment que ça va tenir pour eux autres. Là. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres équipes aussi qui vont peut-être challenger un peu. Mais je pense que quand tu regardes le talent, là, Utah vraiment n'a pas d'excuses. Non, il n'y a vraiment pas d'excuses. C'est une équipe qui est bien garnie. L'Ouest, c'était beaucoup plus facile à faire l'Ouest que l'Est. Fait que je comprends l'idée de délibérer un peu plus dans l'Est que dans l'Ouest. Ça va de soi, mais à voir si... je pense que le plus grand point d'interrogation sera les Sharks et à quel point ils pourront tenir cette cadence. Et quand je dis ils, c'est Macklin Celebrini et sa compagnie qui a invité un jeudi soir chez eux pour regarder un match canadien. C'est le temps, Phil, parce qu'il nous reste peu de temps là, de embarquer dans notre segment sporadique. Et j'espère que tu n'as pas le même que moi. D'habitude, on se le dit, là, qu'est-ce qu'on a à dire. Moi, je parle des Jeux olympiques de 2038. Phil, et l'idée, c'est que la Suisse veut vraiment avoir les Jeux olympiques en 2038 parce que le gouvernement suisse s'est dit prêt à investir jusqu'à 347 millions de dollars canadiens
pour accueillir les Jeux olympiques. Et là, tu vas me dire, c'est pas assez pour les Jeux olympiques. Non, je ne te dis pas que c'est ça que ça va coûter. Je te dis que le gouvernement va débloquer un budget de 347 millions pour les accueillir, ce qui est énorme pour un gouvernement. Mais le budget d'opération du comité organisateur déjà est évalué à 2,2 milliards de francs suisses, dont 82% qui proviendraient de fonds qui sont privés. Et la Confédération offrirait une garantie préventuelle limitée, sans assumer de responsabilité en cas de déficit, et exclut la tenue d'un référendum national. Toutes des affaires politiques. Bref, ils veulent vraiment que ça se passe là. Et les épreuves, pour ceux qui connaissent la Suisse, sera notamment organisées à Crans-Montana, Saint-Moritz, Zurich, Lausanne et Genève. Je connais les 3 derniers. Les 2 premiers, je les connais pas. Mais Saint-Moritz, c'était la dernière fois où les Jeux se sont passés en Suisse. Ouais. Et ça date de 1948. Ça fait un énorme bail. Mais la grande nouvelle, c'est qu'il y aura possiblement des Jeux olympiques en Suisse qui se font refuser depuis de nombreuses années par un vote national. Apparemment, les gens n'aiment pas la Suisse. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais à voir, c'est 2038 sera l'année pour la Suisse, encore une fois, pour les Jeux olympiques. OK, intéressant. Ça, c'est fou quand même. On en est déjà à décider les Jeux olympiques de 2038. Mais oui, maintenant, je vais avec autre chose, Mathieu, la Coupe d'Afrique des Nations, bien entendu. Ben oui, la CAN, comme on l'appelle habituellement. Pour les intimes, disons, évidemment, c'est un tournoi qui est, bon, on peut le comparer à l'Euro, par exemple. Oui. Là, c'est un peu même plus excitant que l'Euro. Oui, le même concept. Et ça se déroule en Afrique, évidemment. Et bon, on est parti avec combien de pays là-dedans? C'est quand même une... Combien de pays? C'est quoi, 31, ça? 32, 24? 60, 24. 24 pays. Charlotte Christ, d'ailleurs. Oui, j'aurais dû faire la recherche au préalable. Là, il n'en reste plus que 2. Les demi-finales sont derrière nous. Donc, 2 équipes qui peuvent toujours aspirer au titre. Les Dauphins, ça, c'est le Maroc parce qu'ils plongent tout le temps. Moi, je déteste l'équipe marocaine. Je vais le Sénégal. Je vais le dire immédiatement. Et le Sénégal. Donc, le match aura lieu dimanche, 15h. Et c'est au Maroc. Donc, la dernière CAN, justement, c'était l'équipe hôtesse qui avait remporté, là, la Côte d'Ivoire. Bon, ça pourrait être la même chose cette année. Je ne sais pas s'il y a de la corruption là-dedans, mais en tout cas, moi, les arbitres, je trouve qu'ils font des appels favorables envers le Maroc. Regarde ça comme ça. Fait que les Sénégalais seront en terre hostile, puis ça va pour les partisans et les arbitres, d'après moi. Nigeria et l'Égypte qui se disputeront la 3e position aussi samedi. Ouais. Nigeria qui a d'ailleurs livré une bonne bataille quand même au Maroc là, en demi-finale. Bonne bataille. Il défendait beaucoup. Là. Ouais. Puis, écoute, c'est fatigant. C'est plus fatigant de défendre que d'attaquer. Là. Fait que, je pense qu'il y avait une équipe quand même là, qui était dans de meilleures dispositions pour remporter ce match-là. Puis, finalement, c'est le Maroc qui a gagné, justement. Et, parler de mon expérience personnelle aussi, parce que j'ai regardé les matchs un peu plus que d'habitude. Je pense que c'est honnêtement comme... Autant je suis pas tellement fan de foot, comme profondément, moi, je suis pas vraiment fan de foot. C'est pas un sport qui m'attire énormément, mais l'ambiance du foot, ça, par exemple, écoute, c'est inégalé. On peut pas la dénier. Écoute, je suis allé regarder des matchs justement ici au coude, puis c'est absolument hystérique dans la place à toutes les fois. Puis de voir un but qui est marqué, puis tout le monde qui se lève, qui célèbre. Il y a vraiment un sentiment de nationalisme autour de ça. Et j'adore ça. Ça me fait penser. Ça me fait penser au Canada puis au hockey. C'est un peu la même énergie. Puis surtout avec la communauté africaine de tous les pays qui est présente, bien représentée à l'université. Ça crée vraiment des événements superbes. Tu seras là. Va voir la médaille d'or. Tu vas y aller dimanche. Tu vas voir, ça va être quelque chose. C'était aussi de passer à nos 3 étoiles de la semaine. Phil, ma 3e étoile, c'est Alexandre Texier qui vient de signer un excellent contrat de 2 ans, 2,5 millions de dollars. Ça se rajoute au contrat incroyable que le Canadien a et va continuer d'avoir apparemment pour des années à suivre. En 2e position, c'est les 49ers
49ers de San Francisco qui ont défait les Eagles de Philadelphie en première ronde des séries éliminatoires de la NFL. Il y aura donc un nouveau champion du côté du football américain. Ça sera décidé dans les prochaines semaines, bien évidemment. Et ma première étoile, c'est Jordan Smith, Phil, l'amateur, qui a remporté le One Point Slam pour $1 million. Juste donner le contexte assez rapidement, là, l'ATP et la WTA, dans le fond, le tennis mondial, ont cette compétition-là entre les amateurs et les pros pour $1 million, mais ça se passe sur qu'un seul point. Tu n'as pas le droit à l'erreur et c'est Jordan Smith qui a remporté le tout alors que son adversaire a envoyé cette balle à l'extérieur. J'oublie son nom, je m'en désole, mais il a été le grand vainqueur et il obtient ma première étoile cette semaine. Oui, écoute, Mathieu, moi, je vais avec tu sais que j'aime bien faire des thèmes parfois, Oui. ça m'arrive. Et là, c'est un thème tennis cette semaine parce que le tennis va bientôt là, c'est déjà recommencé tranquillement avec des petits tournois en préparation là, principalement au Australian Open. C'est le grand événement qu'on attend très bientôt. C'est déjà commencé pour les qualifications, soit dit en passant, et c'est de ça justement dont je vais vous parler parce que on a deux Canadiens là, qui vont figurer, après avoir traversé les qualifications, vont figurer dans le tableau principal. J'ai deux Canadiens, c'est un Canadien et une Canadienne. Donc ma troisième étoile, c'est Marina Stakusic, qui, une Canadienne, là, 120e au monde, 127e au monde, oui. Qui, à 21 ans, là, va participer au Australian Open cette saison. Elle a dû remporter 3 matchs. Là. Je pense qu'elle a remporté... elle n'a pas perdu un set là, en qualification. Okay. Donc, quand même, une belle performance pour elle. Et, hâte de voir là, si elle peut peut-être là, faire une petite poussée quand même dans ce tournoi-là. Elle va affronter là, en première ronde Priscilla Hahn, c'est une joueuse que je ne connais pas. Mm-hmm. Et ce sera samedi, le 17 janvier. Déjà, ce sera sûrement... c'est quoi? 8h30? Pas pire. Pas pire. Ça, c'est un bon temps pour le Australian Open. Ouais. Le Australian Open, là, c'est compliqué. Des fois, tu as des matchs qui commencent comme à peu près aux heures de hockey. Là. Ça, c'est les meilleurs matchs parce que c'est les matchs qui sont tôt dans la journée là-bas. Mm-hmm. Puis sinon, t'es pogné à rester debout comme jusqu'à 3h, 4h du matin. Fait que, des fois, on est chanceux. Elle a eu un bon draw favorable pour les partisans canadiens qui voudraient regarder. Et Liam Draxel, donc deuxième étoile. Liam Draxel, on a entendu son nom un peu là, avec les compétitions par équipe là, au niveau du circuit de l'ATP. Quand même livré quelques bonnes batailles là, pour le Canada. Tout jeune aussi, 24 ans, un peu plus vieux quand même que Stakusic, mais lui aussi essaye de percer. C'est un joueur qui a connu beaucoup de succès au niveau junior, Draxel. Donc, il connaît un peu et suit un peu la trajectoire d'un Gabriel Diallo, là, peut-être. Une bonne trajectoire. Oui, se développe un peu sur le tard, là, j'ai envie de dire. Mais écoute, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il peut faire cette saison. Il n'est jamais trop tard. À 24 ans, évidemment, il y a encore beaucoup de temps devant lui. Et lui a remporté ses 3 matchs aussi en qualification, a battu Mackenzie McDonald notamment, qui pour moi est une victoire quand même assez impressionnante en 3-7. Mackenzie McDonald, c'est un joueur tenace qui roule sa bosse depuis longtemps quand même sur le circuit de l'ATP. Donc ça, c'est une grosse victoire pour lui. Et je ne sais pas qui va affronter en première ronde, mais c'est certain qu'on va surveiller ça aussi. Et ça, c'est la relève, Mathieu. Puis avant la relève, il y avait le OG aussi, et ça, c'est Milos Raonic qui a pris sa retraite cette semaine, officiellement. Quel dommage. Écoute, quel dommage. Je sais pas si je dirais quel dommage. Écoute, il a quand même fait une belle carrière, Raonic, puis il a essayé les dernières années là, de revenir au jeu, mais c'est difficile. Quand même, on sait qu'il y a eu beaucoup de blessures dans sa carrière, et clairement, là, le corps ne suivait plus pour Raonic. Mais écoute, c'est un joueur qui va finir quand même avec... je pense qu'il a quand même inspiré une génération aussi. Là. Oui. À un moment donné, quand on regardait
le tennis masculin, en tout cas du côté simple, là, il y avait que lui, là, pratiquement. Ouais. Et pas difficile des fois là, qui était dans le mix. Mais écoute, Raonic, ça a vraiment été l'emblème là, du Canada pendant le porte-drapeau là, au tennis canadien pendant longtemps. Et c'est une carrière qui s'achève avec quand même des bons exploits, des moments mémorables, une finale en Grand Chelem quand même pour Raonic. Va aussi terminer avec le record pour le plus d'as dans un match de 3 manches également. Ça, c'est un record qui lui appartient. Et c'est quelque chose de spécial quand même. Je pense pas qu'on verra un... Écoute, il y a Gabriel Diallo qui est là aussi, est capable d'en frapper des as, mais avec l'efficacité de Milos Raonic, tu ne trouveras pas grand joueur qui sont capables de faire ça. C'est une beauté de regarder ça quand même. Et quand même un jeu assez complet pour l'amener assez loin dans plusieurs tournois. S'il y a un joueur là, peut-être qui peut aller frapper plus de 47 as dans un 3-7, je mettrais un petit 2 sur Giovanni Mpeci-Pericard. Fait que si son record est menacé, ce sera sûrement par lui. Je suis sincèrement d'accord. Et sa carrière s'achève, mais cet épisode aussi s'achève. C'est la fin du 87e épisode de Dans les Gradins. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter tous ces épisodes côté audio sur Spotify et Apple Podcast. Et bien sûr, l'écouter sur la télé, bien sûr, la chaîne 9 et 10 de Rogers TV. C'était le 87e épisode. Où l'épisode? L'épisode, c'est The Kid No Longer Kid. C'est vrai. Faut pas l'oublier. Hey, sur ça, on se dit bon match. Une production de Podcast NB.